Une ville occidentale au XXIe siècle. Au dernier étage d'un immeuble ultramoderne, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un bébé est créé en dehors du corps d'une femme, dans un utérus artificiel. Bon, je pense qu'il va bien. On ne voit pas beaucoup sourire en tout cas, mais... J'ai sauvé 4 fois pour lui. Oui, bah, écoute, en tout cas, il faut le croire. Tu peux pas expliquer les vitamines, c'est vrai. En 2005 paraît en France un livre scientifique qui fait l'effet d'une bombe. C'est l'UA, l'utérus artificiel, écrit par le docteur Henri Atlan, biologiste et philosophe. Après la pilule contraceptive, l'insémination artificielle, la fécondation in vitro, une prochaine étape sera l'ectogenèse, c'est-à-dire l'utérus artificiel. C'est-à-dire la possibilité de faire se développer un bébé depuis la fécondation jusqu'à la naissance, en dehors du corps d'une femme. Le développement à l'intérieur de l'utérus de la mère, qui est évidemment le développement normal chez les mammifères, eh bien, peut-être ne pas être indispensable. Évidemment, c'est très compliqué. Mais il n'y a pas d'impossibilité biologique fondamentale. Et si c'était vrai? La femme perdrait alors cet immense privilège de l'enfantement, célébré depuis l'origine de l'humanité. L'utérus, cet endroit énigmatique, intrigue les chercheurs depuis la nuit des temps. D'ailleurs, d'anciens textes médicaux décrivent la matrice de la femme comme un lieu sombre, inquiétant, parfois repoussant. La science rêve depuis toujours de percer le mystère de la vie. Aujourd'hui, ce projet incroyable d'assister à une gestation en pleine lumière est en route. La médecine propose déjà le début et la fin de la gestation hors du corps de la femme. Les 6 premiers jours de la vie peuvent se passer hors de l'organisme maternel. Et puis, en fin de compte, il y a des nouveau-nés à partir de 22 semaines. Normalement, c'est 41 semaines la grossesse. Donc, à partir de 22 semaines, 23 semaines, peuvent être dans une couveuse. Donc, le temps strictement, je dirais, intra-utérin, c'est terriblement réduit ces dernières années. L'utérus artificiel va consister à combler l'écart, en quelque sorte, entre 5 jours après la fécondation et puis la 24e semaine, qui est actuellement le délai de viabilité, si vous voulez, des fœtus. Reprenons. Une grossesse menée à terme dure 9 mois, c'est-à-dire 40 semaines ou 280 jours. Aujourd'hui, dans le cadre d'une fécondation in vitro, on peut développer un embryon dans une éprouvette jusqu'à 5, 6 jours. À l'autre bout de la chaîne, le seuil de viabilité d'un très grand prématuré est de 24 semaines, c'est-à-dire 6 mois. Sur les 280 jours d'une gestation normale, l'enfant ne passe plus que 160 jours dans le ventre de sa mère. 160 jours sur 280. Cela fait 5 mois dans le ventre, 4 mois à l'extérieur. C'est presque la moitié de la durée normale d'une grossesse. Que ce soit souhaitable ou non, le temps de gestation hors de l'utérus se rallonge de plus en plus. De fait, des chercheurs à différents endroits du monde travaillent pour optimiser la procréation médicalement assistée. À l'autre bout de la chaîne, ils espèrent augmenter toujours plus la survie sans séquelles des grands prématurés. Recherche sur le placenta artificiel. Étude pour un liquide amniotique de synthèse. C'est un peu comme si plusieurs personnes creusaient un tunnel de différents côtés d'une montagne. S'ils arrivaient à se rejoindre au même endroit, la jonction sera faite.
l'utérus artificiel existera. Centre d'incubation et de conditionnement. Et ceci, dit le directeur ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. Il leur montra des porte-tubes, empilés les uns sur les autres, et plein de tubes à essai numérotés. L'approvisionnement d'ovules pour la semaine. Dans la salle de mise en flacon, tout était agitation harmonieuse et activité ordonnée. Cette vision industrielle et futuriste de la maternité, Aldous Huxley l'imagine déjà en 1932 dans son livre « Le meilleur des mondes ». Il n'était pas si loin de la réalité. Bébés éprouvettes, prélèvement de tissus ovariens, don d'ovocytes, sperme en vente libre sur Internet, congélation d'embryons. Les laboratoires de procréation médicalement assistée maîtrisent de mieux en mieux les mécanismes qui permettent de fabriquer la vie en dehors du corps. La fécondation in vitro est devenue une routine. Elle avance la tête du spermatozoïde, vous voyez, le spermatozoïde dans l'ovocyte, elle pique l'ovocyte, elle aspire la membrane pour casser la membrane, vous voyez, ça a cassé. Et là, elle va réinjecter tout doucement le spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire. Voilà. Cela paraît si simple. C'est fait. Superbe, hein. C'est magique, hein. Ce fut pourtant un long chemin. Il y a 30 ans, la technique balbutiante qui a permis au premier bébé éprouvette de voir le jour a suscité la polémique. À l'époque, dissocier la procréation de la sexualité était une démarche inconcevable. Aussi inconcevable qu'envisager aujourd'hui l'utérus artificiel. René Friedman, l'un des créateurs du premier bébé éprouvette, en sait quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle était combattue? D'abord parce que on transgressait quelque chose. C'est-à-dire que ce qui n'était pas visible, c'est-à-dire le début du début de l'homme, est devenu visible. Ce qui était intouchable est devenu manipulable. Donc c'était effectivement, et c'est d'ailleurs toujours, quelque chose qui est une étape incontestablement forte. Aujourd'hui, plus personne ne s'émeut d'une fécondation in vitro, d'une naissance de bébé par ovocytes congelés ou de maternité tardive. Du fait qu'une femme veut avoir des enfants autour de la quarantaine, enfin qu'une bonne partie, un pourcentage élevé veut avoir des enfants autour de la quarantaine, fait que le recours à la médecine est de plus en plus grand, puisque c'est difficile. On voit bien qu'il y a une augmentation, je dirais, du nombre de tentatives de fécondation in vitro. Et alors si on regarde à l'échelle mondiale, c'est encore plus hallucinant. Parce que dans les pays, on va dire, globalement du Moyen-Orient, où il y a une floraison de centres de fécondation in vitro, les filles se marient jeunes, là par contre, mais si à 18 ans, il n'y a pas de grossesse, paf, on passe à la fécondation in vitro. Donc ça fait marcher le business, c'est pas forcément indispensable, mais voilà, il y a un enfant qui arrive. Revenons à l'utérus artificiel. Une gestation extracorporelle commencerait évidemment comme une fécondation in vitro, par des manipulations. Il est nécessaire de surveiller les embryons dans l'incubateur au jour le jour, afin de contrôler leur évolution et de sélectionner ceux qui auront le plus de chances de s'implanter dans l'utérus maternel, ou artificiel. Donc, voilà un premier embryon. Alors vous voyez là, la division s'est pas faite correctement, on n'a qu'une seule cellule, qui a plein de noyaux à l'intérieur et des fragments autour. Si l'embryon est mal formé, il est éliminé. 1, 2, 3... 9 cellules. Ces 9 cellules sont de tailles différentes. Et vous avez un pourcentage de fragments qui est assez élevé. Éliminé. Voilà. Alors là, nous avons un embryon qui est à 4 cellules, de taille plus ou moins égale. Donc c'est un embryon qu'on va appeler top embryon, qui a un bon potentiel implantatoire. C'est celui-là qui sera choisi. En effet, la sélection d'embryons est une pratique qui se généralise et qui serait incontournable dans le cas d'une gestation tout à fait artificielle. Enfin, moi qui menais la bataille pour permettre à des couples porteurs de maladies génétiques d'avoir des enfants sains, je dirais, pendant 10 ans, ça a été une bataille effrénée d'autoriser en France la pratique
de ce qu'on appelle le diagnostic génétique préimplantatoire, c'est-à-dire sur un embryon in vitro, de prélever une cellule, de l'analyser et de savoir si l'embryon est porteur de telle ou telle maladie. Et donc c'est vrai qu'il y a, à chaque fois, il y a toujours une transgression par rapport à l'existence et la connaissance, et puis ensuite il y a l'acceptation de certaines pratiques. Prélever une cellule d'embryon, comme ici. Mais selon quels critères un enfant est-il sain? Dans de nombreux pays, la loi n'encadre pas ces pratiques. Et dans certaines cultures, c'est tellement mieux d'avoir un garçon. Si ces méthodes aujourd'hui interdites en Europe se généralisaient, qui ferait les sélections? Le médecin? Le couple de parents? Le propriétaire de l'utérus artificiel? Le commanditaire de la grossesse? Qui va choisir l'embryon qui sera placé dans l'incubateur? Retour au laboratoire parisien. Suite de la procréation artificielle. Après le diagnostic préimplantatoire, 2 embryons sains, donc non porteurs de la maladie génétique, ont été retenus. Placés dans une pipette, ils transitent par une fenêtre au bout du couloir pour être transférés dans l'utérus de la future mère. Voilà, enceinte, enfin peut-être. La grande inconnue, c'est l'implantation. L'embryon va-t-il s'accrocher à la paroi de l'utérus de sa mère? Et si cet embryon était resté dans l'incubateur au-delà de 5 jours, aurait-il continué sa division cellulaire dans la petite boîte jusqu'à devenir un fœtus? Un petit humain? L'embryon, il est dans une petite coquille. Il se développe à l'intérieur de cette coquille, et puis au 6e, 7e jour, il casse sa coquille, il sort comme le petit poussin et il s'accroche sur l'utérus de la femme. Si vous mettez un embryon au laboratoire et que vous le laissez se développer, au bout du 7e jour, il va sortir. Donc il va, je dirais, il va pas être. Il faut qu'il soit sur un plan spatial. Il faut qu'il soit qu'il soit maintenu. Pour que, si vous voulez, il puisse se développer que les organes puissent se développer correctement. S'il n'est pas dans cette sphère et qu'il s'accroche, il s'étale. Voilà, il n'a plus la possibilité de prendre des formes. Donc on arrive là dans des monstruosités, quoi. Pour que l'embryon se développe normalement, il faut donc qu'il soit contenu dans une forme. Comme si on ne pouvait pas séparer le contenu de son contenant. L'œuf de la matrice. C'est ce qu'a découvert le docteur Helen Hung-Ching Liu. Nous sommes à New York, à l'université de Cornell. Dans ce laboratoire ouvert 24 heures sur 24, tout est fait pour aider les couples à devenir parents, avec des techniques de pointe. 10 000 bébés éprouvettes sont fabriqués chaque année. 27 bébés par jour dans ce seul laboratoire. Dans cette ville, les femmes d'affaires souhaitent parfois préserver leur plan de carrière et faire congeler leurs ovocytes ou leurs embryons afin de se garantir une grossesse à la date de leur choix. Tout est possible avec de l'argent. C'est justement grâce à ces financements privés que le docteur Liu a créé un second laboratoire, expérimental celui-là, où avec son équipe, elle teste sur des animaux les techniques de pointe qui permettent d'augmenter le taux de réussite de ces grossesses à la chaîne. Je cherche à comprendre le mécanisme de l'implantation. Quand on place un ovule fécondé dans un corps et que cela se solde par un échec, on se demande pourquoi. Le problème peut être lié à l'implantation et pas uniquement à la qualité de l'embryon. Il peut aussi s'agir d'un problème d'endomètre, de nidation ou de communication. Voilà comment je me suis lancée dans le développement de la coculture. Nous avons commencé par des essais sur les animaux et nous pouvons maintenant proposer cette technique aux patientes. Le docteur Hung-Ching Liu suppose qu'un phénomène particulier se déclenche au moment de l'implantation, entre l'embryon et l'endomètre, c'est-à-dire la paroi interne de l'utérus. Elle a alors l'intuition géniale de cultiver dans une même